Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un chapitre qui est juste crucial, qui me semble absolument nécessaire d'avoir entendu une première fois avant d'avancer un petit peu plus loin dans le travail de coaching qu'on va faire ensemble. Pourquoi? Parce que déjà, si tu te retrouves là, à vouloir travailler avec moi, c'est que il y a quelque chose qui te bloque, qui t'empêche, quelque chose qui te fait, souffrir ou que tu vis avec une certaine difficulté, que tu aimerais dépasser et c'est pour ça que tu te fais accompagner pour ça. Et aujourd'hui, tu te rends bien compte que, peut-être qu'il ne s'agit pas que de bonne volonté et que donc il va te falloir comprendre qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que à l'aube de changements que tu veux mettre en place dans ta vie, à l'aube de, décisions importantes que tu veux prendre pour toi, tu te rends compte que tu as énormément de blocages, énormément de choses qui font que tu arrives pas à dépasser. Donc l'intérêt de ce chapitre aujourd'hui que j'ai intitulé «La neurobiologie de notre construction identitaire et de notre développement», c'est de comprendre justement les bases biologiques et donc au niveau aussi de notre cerveau, de nos neurones, de tout ce qui se met en place à ce niveau-là. Comment ça va construire cette conscience de nous, cette conscience du soi, cette identité qu'on va avoir et comment tout ça va être façonné au cours de notre développement et donc pourquoi aujourd'hui, en fait, tout changement que tu veux mettre en place adulte vient faire écho à ces synapses et ce système nerveux et tout ce que tu as pu mettre en place bien en amont. Donc l'intérêt de discuter ici, hop, dans cette présentation. Ça va être notamment d'éclaircir et de soulever ces points. D'abord, pourquoi tu n'arrives pas à changer, heu et à mettre en place des choses que tu désires pourtant vraiment, sincèrement et profondément. Pourquoi aussi ta construction identitaire, en fait, donc cette façon que tu as, toi, de te dire, voilà qui tu es et comment tu t'es construit, est très lié en fait à tes besoins et on va aller parler de la pyramide de Maslow que je pense tu connais déjà. Nous allons discuter de comment ton identité en fait elle est engrammée au niveau de tes cellules et donc elle va avoir une influence sur ton corps physique, sur la façon que tu vas avoir d'être, de te mouvoir et cetera. Nous allons aussi voir comment tu t'empêches en fait de alors c'est très même très souvent inconsciemment, de guérir, de d'accéder à ces choses que tu désires, à changer en fait, hein. En vérité, pour maintenir un sentiment de sécurité que ton corps, préfère au changement et on va aussi aborder comment ça va se manifester dans ta vie. Donc, ce que j'ai appelé les red flags, mais donc du coup, tous les petits signaux d'alerte que tu vas pouvoir détecter. La question, étant que tu puisses commencer à prendre conscience pour pouvoir détecter ces endroits-là et qu'ensemble, avec le travail qu'on va faire ensemble, eh bien, tu puisses réussir à bouger ces lignes. Alors, pourquoi on parle aujourd'hui du concept, de changement? Hem, Ici, on va parler au niveau de la neurobiologie finalement. Donc en fait, au niveau des synapses, au niveau, de ce concept que vous avez peut-être, déjà entendu parler, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Il s'agit de la neuroplasticité. Donc, notre cerveau, la base un petit peu, hein, qui vient notre centrale, qui vient, réceptionner l'ensemble des informations qui lui parviennent de l'extérieur, c'est un gros système et qui a, cette capacité, qui a été finalement, enfin qui a été découverte, on va dire, assez récemment et c'est ce concept de neuroplasticité. C'est-à-dire que nos neurones à l'intérieur se connectent entre eux et les zones où ils se connectent, c'est ce qu'on va appeler la synapse et puis, en fait, ces synapses donc, ces zones de contact, ces zones de connexion entre les neurones sont modulables, c'est-à-dire dans l'espace et dans le temps. Donc ça veut dire qu'une connexion, qui se fait à un moment donné peut s'éteindre à un moment donné et puis une nouvelle peut se créer ailleurs. Et donc cette idée de neurones, notre cerveau en tout cas est constitué en partie de neurones
et donc de synapses, et il y a cette idée qu'il peut y avoir des changements au niveau de nos synapses et au niveau de nos neurones quand on fait des choses nouvelles. Donc un nouveau stimulus à l'extérieur et l'ensemble des nouveaux stimuli auxquels on est soumis, donc les expériences de vie qu'on va, heu, qu'on va vivre et qui vont on va être exposé à ces situations, à ces expériences, et en fait, on va s'adapter et en quelque sorte, notre cerveau va se recabler en fonction de ce qui se passe aussi autour de nous. Donc c'est un concept qui est extrêmement important ici, dans le contexte, d'un changement. Mais ici, le changement va être abordé notamment sous l'angle de l'identité. Parce que tout changement lié au début au parce que tout changement, pardon, lié à notre identité, on en parle ici maintenant, à ce stade, précoce en fait des choses avant de plonger à fond, dans le reste de ce que j'ai à t'apporter. Parce qu'il est intéressant de noter que quand on commence à vouloir changer des choses, ça peut sembler assez, contre-intuitif, mais, un certain nombre de fois, on va aller à l'encontre, on va faire des actions qui vont aller à l'encontre de ce qu'on veut réellement. On va se fixer un objectif et on va pas réussir en fait à l'atteindre. Heu, on va se dire beaucoup de choses sur nous, pourquoi on n'y arrive pas éventuellement. Mais alors je parle aussi d'objectifs un peu plus profonds en vérité que juste, perdre du poids. C'est des petites choses qui viennent bouger les lignes à l'intérieur de nous, mais c'est des choses, finalement qui on sait bien qu'on voudrait essayer d'arrêter de faire ci ou ça, mais voilà, en tout cas, notre comportement va à l'inverse de ce que presque notre cerveau désire. Donc, on va avoir cette tendance éviter, à éviter les choses qui sont en fait nouvelles. Même si c'est quelque chose qui peut nous apporter une forte récompense, même si c'est une expérience, qui finalement a beaucoup de plaisir, on va mettre en place des mécanismes inconscients, d'évitement. Alors, j'avais envie de vous parler notamment de cet effet mangeoire ou comment justement on peut craindre des choses nouvelles qui sont pourtant tout à fait bénéfiques. Et j'avais envie de prendre l'exemple du cheval parce que c'est un animal où on peut, alors les gens qui travaillent avec les animaux sont des gens en fait qui peuvent voir à l'œuvre, ces mécanismes qu'on a, au niveau de notre système nerveux puisque nous sommes des mammifères et comme beaucoup de mammifères, nous avons un système nerveux qui est assez proche, et donc notamment chez ces animaux, on peut voir en tout cas cet aspect du cheval domestique par rapport à un cheval, qui va être sauvage et qu'on va parfois domestiquer. Et notamment, c'était cette anecdote sur un cheval, sauvage qui arrive maintenant, dans un auprès d'une femme qui s'occupe très, très bien des chevaux, et ce cheval sauvage, évidemment n'a pas eu la même vie, tout à fait la même vie, et en tout cas pas la même nourriture que, les animaux qui ont grandi, toujours, avec cette dame. Et elle raconte très, très bien comment un animal sauvage va se méfier de ces boules de nourriture en vérité, hein, donc c'est comme un bonbon, on va dire, pour le cheval, mais c'est une forme, une couleur qu'il a peut-être jamais vue, et donc en fait, ce cheval va se méfier, en fait, de cette boule particulière, de cette manière, en fait, dont lui est présentée la nourriture, parce que lui, c'est pas comme ça qu'il a l'habitude. Donc évidemment, on comprend bien que ce cheval, il a très, très envie, par exemple, de cette boule parce que la récompense et la nourriture que contient évidemment cette boule-là de nourriture lui plairait bien. Mais a priori, son système nerveux est en train de lui dire: «Méfie-toi, c'est une menace et fuis ce truc-là». Donc, c'est pour dire qu'au niveau des animaux, ça peut se voir. Peut-être que toi, ça va résonner en toi et que ça va te faire penser à un autre type d'anecdote, mais c'est pour expliquer voilà, pourquoi ici ça va être important de le voir à un autre niveau, mais de le voir finalement chez nous aussi, comment ça peut se mettre, en place. Pourquoi on parle ici d'identité, de construction même de notre identité, dans le contexte d'un changement, en fait? Alors ici, j'ai envie que toi tu entendes, le sens de la construction, de nous-mêmes et de notre identité.
comme quelque chose qui va renseigner sur notre propre capacité à avoir accès à des ressources. Alors, de quel type de ressources on parle? C'est sûr, il faut en parler, mais ce que je veux dire par là, c'est que déjà, on parle ici, heu, de construction identitaire, hein. Quand je dis ta construction, c'est vraiment ta construction identitaire et ce qu'il faut avoir à l'idée, c'est que tout ce qu'on estime acceptable pour nous, sur le plan biologique, donc pour nous-mêmes, tout ce qu'on se dit mériter, on va dire, hein, dans le contexte de notre connexion à nous-mêmes, de notre connexion aux autres, de notre connexion à notre communauté, pardon, de notre, connexion à notre culture. Tout ça va être, en fait, encodé au niveau de notre cerveau. C'est-à-dire que ça va conditionner comment notre cerveau va se câbler, comment il va se former biologiquement. Donc, nous avons des et finalement le récit de nous-mêmes, le récit, les phrases là pour le coup, les pensées, tout ce qu'on se dit de nous dans notre tête, c'est vraiment quelque chose qui est parfois beaucoup plus une conséquence de ce qui s'est passé au niveau biologique, au niveau de nos interactions, au niveau de nos ressources, au niveau de notre capacité à avoir accès à un certain nombre de ressources. Heu, L'identité au sens où peut-être toi tu l'entends aujourd'hui, donc tout ce que tu te dis de toi, c'est peut-être quelque chose qui est né dans un deuxième temps. Donc c'est pas exactement de celle-là dont je parle, ici. Mais c'est plus quelque chose dont j'aimerais que tu aies conscience. Prendre conscience que tu te construis une identité sur la base de ce qui se passe en fait quand même à un niveau biologique. Et finalement, ton identité, elle te sert de baromètre intérieur pour déterminer ce qui va être acceptable pour toi. Donc, ici, je cite, cette phrase: «Je suis le genre de personne qui». Là, je parle de, cette identité, cette façon qu'on a de se construire, de se dire, qu'est-ce qui est nous? Qu'est-ce qui de ce concept du soi. Là, quand je dis: «Je suis le genre de personne qui», évidemment, je parle de la partie cognition, de la partie pensée. Ça, c'est ce qu'on s'est raconté, en fait, après. Mais on a aussi toutes ces étiquettes de, ce qu'on se dit. On se dit, voilà, qu'on est le genre de personne qui et on s'identifie énormément, en fait, à cette étiquette-là qu'on s'est dit de nous. Et là, c'est sur un plan, vraiment, cognitif et on y reviendra un petit peu plus tard, mais c'est pas l'enjeu de ce que j'explique ici. Et en fait, on a plein de choses, hein, sur lesquelles on va avoir, et on va avoir plein de moyens différents, en fait, de créer cette identité. Mais oui, on a plein de choses auxquelles on s'accroche, si je peux dire, et qui, on le pense, nous j'ai l'exemple qui me vient en tête pour ne pas, te laisser comme ça, sans exemple. J'ai l'exemple qui me vient en tête de l'achat d'une voiture que j'ai pu faire et j'ai acheté la voiture donc à quelqu'un qui avait quelques kilomètres, seulement et bah, la voiture était géniale, elle était très bien, elle était très bien entretenue, elle était quasi neuve pour moi, donc voilà, je la rachète en sûre de ma bonne affaire et cette personne finalement en discutant, je lui demande pourquoi elle revend sa voiture et en fait cette voiture me dit: «Ah mais moi je ne garde jamais mes voitures plus de 2 ans». Donc voilà, c'est pour dire que ce n'est pas que dans les goûts auxquels on s'identifie et on pourrait dire: «Oui, non, mais moi, je suis le genre de personne, moi, je suis plus thé que café, moi, je suis plus», voilà, où là, parfois, on s'identifie à nos goûts. Ce qui est effectivement, aussi une autre manière, hein, de créer notre identité. Mais voilà, c'est vraiment l'ensemble de ces choses qui ne sont pas même pas que nos goûts, mais les choses, les codes, les codes auxquels on répond, nous, et qui, en fait, en vérité, ne sont que des créations de notre part, parce que ça résonne d'une certaine manière avec nous. Bref. Ici, donc, ce que j'aimerais que tu aies à l'idée et ce qui va être important pour moi que tu retiennes de tout ce que je suis en train de te dire là, c'est que ton identité va s'exprimer au niveau de ton corps. Ton identité cognitive, celle que tu t'es construite, l'histoire que tu te racontes de toi et toutes ces petites étiquettes que tu te racontes de toi, il faut s'imaginer qu'on a la même chose au niveau de notre corps. Pourquoi? Donc c'est vrai que j'ai commencé à parler du cerveau et donc le cerveau est fait de neurones et quelles sont les structures qui sortent du cerveau et qui émanent dans l'ensemble de notre corps? Ce sont les nerfs.
les nerfs. Donc c'est le même système en fait, le système nerveux. Le système nerveux, ce sont des nerfs qui, comme des branches d'arbres, descendent jusqu'au bout de notre jusqu'à la partie la plus lointaine de notre corps, donc nos pieds, qui s'étend comme ça et puis voilà, avec des branches, des sous-branches, des sous-branches et voilà, comme un arbre comme ça qui va sortir, de notre cerveau et dont il prend la racine, on va dire, dans notre cerveau. Donc ça, c'est l'ensemble de notre système nerveux. Et donc, il faut avoir conscience que notre corps, nos nerfs et tous les organes qui sont rattachés à nos nerfs, c'est un système mouvant de communication de l'un vers l'autre. Donc, le corps communique avec notre cerveau communique avec notre corps. Il y a ce double dialogue, si je peux dire, cette double façon de communiquer. Et donc, on ne peut pas décorréler ce qui se passe dans notre tête, donc les étiquettes de ce qu'on peut, c'est donc cette identité cognitive, si je peux dire, qu'on se dit de nous, les récits, les choses qu'on se raconte de nous, pour donner du sens, pour etc., parce qu'on en a besoin, il ne s'agit pas de critiquer cela. En tout cas, on ne peut pas s'imaginer que ce qui se passe au niveau cognitif est sans impact aucun sur notre corps. Ou je dirais même le contraire, que notre corps, qui s'est formé bien avant que nos processus cognitifs, que notre cerveau qui se raconte des histoires, on va dire, et qui se raccroche à ces étiquettes qu'il s'est construites de ce qui l'a défini dans ce concept de lui. En vérité, notre corps aussi nous envoie énormément de messages. Et lui, il a même créé tout un tas de synapses et de connexions au niveau de notre cerveau sur la base de ce que lui a ressenti, notre corps. Donc en fait, en tout cas, j'aimerais au moins que dans ton esprit, il y ait toutes ces petites étiquettes qui se baladent et que tu te dis oui, ça c'est dans ma tête, c'est au niveau de mon cortex préfrontal, au niveau de ma pensée. Imagine-toi que toutes ces choses sont sur une base de ton corps aussi en fait, parce que ton identité, elle se crée au niveau de ton corps. Alors, j'aimerais qu'on fasse un tout petit rappel sur la pyramide de Maslow à ce stade, parce que là, tu, tu n'en peux plus de savoir mais où je veux en venir et comment je vais expliquer tout ça. J'espère que ce sera très clair pour toi. En tout cas, la hiérarchie des besoins selon Maslow, c'est en fait, donc lui, bon, c'était dans les années 40, il a mis en place cette pyramide pour expliquer donc et catégoriser en tout cas les besoins des êtres humains. Et ce qu'il a mis en évidence, et ce que lui il a voulu présenter en tout cas, c'était bon, il semblerait qu'il ait pu le discuter lui-même, hein, cette histoire de hiérarchie. Donc, c'était très bien de catégoriser déjà les besoins. Donc, tout en bas de la pyramide, nous avons les besoins physiologiques. Et c'est là où l'erreur est survenue dans le raisonnement de Maslow. Il disait, tu dois d'abord remplir et nourrir tes besoins physiologiques, donc d'eau, d'air, de nourriture, de repos, de vêtements, de reproduction, etc., pour après avoir envie, on va dire, de répondre aux besoins de sécurité. La sécurité matérielle, la sécurité émotionnelle, donc la sécurité à travers ton emploi, diverses ressources, ta santé, etc., la propriété si tu veux donc acquérir voilà, ce besoin de sécurité en achetant une maison par exemple. Ensuite, tu vas avoir le besoin d'amour et d'appartenance, qu'il met ici en troisième position, donc la famille, l'amitié, l'intimité, la connexion. Ensuite, il va parler des besoins d'estime, donc ce besoin de respect, d'estime de soi, de reconnaissance, de statut social. Et puis tout en haut de l'échelle, enfin donc tout en haut de la pyramide, il va mettre ce besoin de sens et d'accomplissement qu'on peut ressentir dans nos vies humaines. Et le problème de cette pyramide, en vérité, c'est pas tant qu'il ait voulu catégoriser des besoins, mais plus la hiérarchie dans laquelle il les a mis. Pourquoi? Parce que il n'est pas vrai qu'on doit d'abord remplir des besoins physiologiques pour ensuite vouloir répondre aux besoins, par exemple, d'amour et d'appartenance. Si c'était le cas d'ailleurs, si c'était vrai, on attendrait tout simplement d'avoir, vraiment, répondu à tous nos besoins de l'échelle du dessous avant de passer au cran du dessus. Or, juste remets-toi dans le contexte de ton arrivée sur cette terre. Quand tu arrives sur cette terre, en fait, tu vas devoir répondre à un certain nombre de besoins physiologiques, mais ces besoins physiologiques,
ses besoins de nourriture, ses besoins de repos, ses besoins de, vêtements, qui nous tiennent chaud et cetera. On en a besoin, en fait, on peut y répondre parce qu'on fait partie des animaux évidemment qui naissent avec le moins de capacités et donc on ne peut pas répondre seul à ses besoins physiologiques. Mais on répond à ses besoins physiologiques, donc ses besoins en bas de l'échelle, à travers notre connexion, notre intimité ou le fait d'être, dans un groupe, donc à travers l'appartenance. Donc parce que c'est le groupe qui va prendre soin de nous. Alors le groupe, même si c'est une personne en vérité, mais parce que c'est, cette personne, cette figure d'attachement qui va et c'est pour ça qu'en fait l'attachement, la connexion, en vérité est primordial quand on arrive sur cette terre. Puisque ce sera ça notre moyen d'accéder à notre besoin physiologique en fait primaire de survie. Donc c'est là où il y a eu, fausse route, en tout cas pour Maslow, dans cette histoire et c'est ce que je dis ici, dans cette histoire de hiérarchie, en fait. Donc il n'avait pas tout faux, mais il avait faux dans l'idée de devoir répondre à un besoin pour accéder au suivant. C'est plus compliqué que ça, vous l'avez donc tous compris, puisque, en fait, il y a une imbrication des besoins les uns par rapport aux autres. Et donc, pour réfléchir justement à cette idée, de pyramide qui est sans doute, enfin pyramide donc de hiérarchie qui est sans doute erronée, je t'invite à réfléchir à ces situations. Donc déjà, on connaît tous des gens qui se mettent physiquement en danger, donc qui ne répondent pas à leurs besoins de sécurité immédiat, de leur sécurité physique, pour sauver d'autres gens. Ce qui, si on respectait la pyramide de Maslow, ce serait, complètement, pas réalisable, enfin pas possible. Donc il existe des gens comme les pompiers, des gens qui mettent leur vie, en danger tout simplement pour sauver d'autres personnes. J'ai aussi envie de te citer le cas des personnes qui sont, alors parfois en difficulté financière, donc on va dire qu'ils n'ont pas un compte en banque en vérité très florissant, hem, qui vont avoir du mal par exemple à payer leurs factures, mais qui vont quand même s'acheter, des voitures, voilà, de luxe, de standing ou alors des bijoux ou alors des sacs à main ou alors des types de chaussures, particuliers pour en fait accéder à un statut social, pour être accepté en fait dans le groupe, hem, dans un quartier, dans un groupe d'individus, dans une communauté, dans un voilà et parfois même justement c'est leur gage pour rentrer dans ce statut social, dans ce groupe-là. Hem et quand tu veux gagner le respect et que tu as compris les codes d'un groupe et que les codes de ce groupe, c'est d'acheter une maison dans tel quartier, c'est d'avoir tel type de voiture, c'est d'avoir tel type de sac à main. En fait, toi, ça va te permettre d'être accepté dans ton groupe de pairs, de gens avec qui tu as envie de t'associer, de gens avec qui tu as envie de te marier, de te mettre en couple et cetera et donc du coup, ce sera ton moyen, en fait, toi, d'accéder à tes ressources, en vérité. Après, pour répondre à ton besoin de sécurité. Donc, c'est contre-intuitif puisque normalement quelqu'un qui n'a pas assez de sous, pour payer, pourquoi il va quelque part se mettre, dans la mouise, pour accéder à ce statut social? Parce que ce statut social peut être absolument primordial pour toi, pour que tu aies en vérité, des ressources et pour que tu puisses subvenir à tes besoins. J'ai aussi envie d'aborder, le thème des femmes, qui sont très souvent éduquées et conditionnées pour prendre soin des autres, avant elles-mêmes, parce que c'est un moyen d'être acceptée par la communauté, par sa famille et donc ce sera un moyen indirect d'avoir accès à ses ressources, d'avoir un toit, des finances pardon, enfin de l'argent et s'acheter à manger et cetera. Donc pour répondre à ses besoins primaires de survie, en fait, elle va d'abord, se tourner vers l'autre pour, ou se mettre voilà comme, par exemple alors évidemment c'est peut-être un peu cliché mais ça reste quelque chose c'est encore, hein, on est encore dans une une société très stéréotypée, très genrée et ça reste quelque chose qu'on peut voir. Voilà, donc tout ça pour dire qu'on ne répond pas en vérité à nos besoins primitifs
en priorité et parfois ça sera en répondant à d'autres types de besoins qui sont à d'autres endroits sur la hiérarchie de Maslow, qu'on va accéder à ces premiers besoins. Donc voilà. En tout cas, qu'est-ce qu'il faut que tu gardes toi à l'esprit? Hem, Ton sentiment de connexion et d'appartenance sont absolument critiques, hem, pour satisfaire tes besoins primitifs de survie. Ton acceptation dans le groupe, ta validation par l'autre, ta connexion avec tes figures d'attachement sont absolument primordiales parce que c'est comme ça que toi, tu vas pouvoir satisfaire tes besoins primitifs pour survivre. Et ton identité, elle est façonnée par tes comportements. Et ces comportements, en fait, ils visent pour toi à maintenir à tout prix ton appartenance dans ton groupe. Je l'écris là, hein, tout ceci est lié au câblage de ton cerveau au cours de ton développement. En fait, quand tu es bébé, tu arrives et tu cartographies le monde autour de toi. Littéralement, tu cartographies le monde autour de toi pour voir qu'est-ce qui va remplir tes besoins. Donc, tu es façonné, tu es formé durant ton développement en fonction de ces comportements. Je prends, l'exemple, mais je me demande si j'en parle pas dans la slide juste après. Tu ne verbalises pas tes besoins en vie, mais tu peux avoir une influence dessus avec tes comportements, attitudes. Exactement. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas, toi, dire: «J'ai faim, j'ai envie de faire pipi, j'ai envie qu'on me mette au lit, j'ai froid». Tu peux pas exprimer tes besoins, tu ne sais pas encore verbaliser, tu ne sais pas encore parler, toutes les aires du langage ne sont pas encore suffisamment développées, mais tu as besoin de survivre. Donc tu vas agir, tu vas avoir des comportements. Par exemple, tu vas pleurer. Effectivement, le pleur chez un enfant, ça remplit pas mal de choses qui enfin, il y a différents types de pleurs comme on dit, parce qu'effectivement, ça peut vouloir dire plein de choses très différentes. Mais en tout cas, il y a, par exemple, pleurer. Et tu te rends compte que quand tu pleures, on t'emmène à manger, on t'emmène à boire, on te donne un câlin. À l'inverse, quand, je ne sais pas, tu t'agites ou quand tu vas commencer ou alors parfois justement c'est l'agitation au niveau des pieds et cetera et c'est pour ça qu'il y a tout un code et un langage d'ailleurs qui se met en place, entre les parents et le bébé quand il arrive, parce qu'on commence à connaître notre bébé et puis quand on sait qu'il commence à s'agiter comme ça, à faire comme si. On apprend le code, donc les attitudes de notre enfant et puis, en fait, on se met d'accord quelque part. C'est-à-dire que nous, on répond à telle, chose et puis quand on tombe pile dedans et bah, du coup, on se dit: «Ah bah, formidable, donc moi je sais que quand il fait ça, c'est ça qu'il a envie» et donc on décode. Donc en tout cas, notre comportement, notre attitude et ce qu'on fait, nous, ce qu'on enregistre en tout cas à ce moment-là dans le monde, c'est juste quand je fais ça, j'obtiens ça. Quand je fais ça, j'obtiens pas ça. Ouh là là! Donc par exemple, quand il faut être un petit peu plus vieux, mais quand un enfant commence à taper, il va se rendre compte que quand il tape, il obtient pas ce qu'il veut, en fait. Il a pas sa récompense. On va lui dire: «Bah non, on tape pas et cetera, machin, truc». On va pas lui donner son petit bonbon en récompense. Bah non, parce que sinon évidemment l'enfant il va se dire: «Ah bah donc du coup taper c'est bien, ça me permet d'obtenir ce que je veux». Donc c'est pour ça qu'il faut aussi raisonner en termes quelque part de récompense, de enfin dans notre compréhension en tout cas de l'enfant, pour nous dire: «OK, justement un enfant qui commence à faire quelque chose comme on dit, l'enfant ne fait pas de caprice, mais l'enfant lui il teste, il fait des choses dans le monde et il voit en fait comment le monde réagit». Donc c'est à nous effectivement adultes de comprendre ça et de comprendre aussi d'un point de vue en tout cas, strictement récompense. Parce qu'on ne donne pas son jouet et on ne donne pas son gâteau à un enfant qui a tapé. Donc lui, ce qu'il va comprendre, c'est quand je pleure, on m'amène à manger, quand je tape, et ben du coup, j'obtiens pas ce que je veux. Et donc, il va cartographier ses habitudes de mouvement, de comportement, d'attitude par rapport à ce que lui, comment ça va subvenir à ses besoins. Voilà. Donc, on apprend tout ça littéralement à un niveau somatique, c'est-à-dire qu'on l'apprend au niveau de notre corps, parce que c'est nos nerfs hein, qui déterminent enfin, c'est nos nerfs, comme j'ai dit, qui sortent de notre tête et qui nous font exécuter, donc ça a une fonction exécutive évidemment, notre corps, et puis à l'inverse, notre corps nous remonte des informations et donne au cerveau. Donc, c'est important de comprendre qu'au niveau somatique, donc au niveau de notre corps, on apprend. On a un apprentissage qui se passe dans les premières années de notre vie.
Et donc on construit cette identité et ces connexions au niveau synaptique, mais ces connexions aussi à l'extérieur de nous, hem, en fonction de ses attitudes et de ses comportements. Donc c'est ce que j'ai dit, tout à l'heure, on apprend à obtenir des choses en adoptant certains comportements, par exemple pleurer, et on évite en évitant certains comportements, comme frapper l'autre, et donc en tout cas, on va adopter une attitude qui va nous donner des récompenses. Hem, Au moment de notre cerv où notre cerveau, ou pardon, au moment de notre naissance, notre cerveau est largement immature, c'est-à-dire que il est pas c'est même pas le cerveau, faut même pas voir ça comme quelque chose comme les mains, par exemple. Si on regarde à l'échographie les mains d'un petit enfant, grosso modo, on voit comme une main d'adulte, mais en plus petit. C'est-à-dire qu'on a toutes les structures, on a, toutes les articulations, alors même si au niveau des articulations, c'est plus cartilagineux et cetera, mais bon bref, grosso modo, une mini main, c'est une mini main d'adulte et qui va juste grandir, croître. Le cerveau, c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que c'est pas toutes les mini-structures déjà en miniature qui vont s'agrandir. Non. Le cerveau, il est presque, indifférencié, si je peux dire, à certains en certaines, zones et en certains points. Et donc, ce qui se passe effectivement au moment du développement de notre cerveau, au niveau de notre développement moteur, au niveau de notre développement, dans ce lien, comme j'ai dit, c'est une harmonie, hein, corps, esprit, voilà, tout ça est en train de communiquer dans les 2 sens et c'est très, très beau. En tout cas, ce qu'il faut donc avoir à l'esprit, c'est que nos sensations, tout ce qu'on développe, donc tous les stimuli à l'extérieur de nous ou nos stimuli intérieurs, on a des choses qui se passent à l'intérieur de nous, remontent donc, hein, c'est nos sens, hein, qui vont remonter l'information, au niveau de notre cerveau et ces sensations, elles se développent, donc cette cartographie qu'on fait du monde, elle se développe bien avant qu'on ait les aires donc du cortex préfrontal, donc les aires de la logique, du raisonnement de notre cerveau qu'on appelle cognitif, donc notre cerveau cortex préfrontal, j'insiste, mais pour que ce soit très bien clair. Le cortex préfrontal est autour, c'est les zones qui sont autour, juste derrière le front, hein, alors que les zones, qui vont traiter, ces sensations, on va dire, grosso modo, sont plus au centre, au cœur du cerveau. Donc ces sensations qu'on va développer vont être d'ailleurs, les sensations, c'est les premiers sens qu'on va développer bien avant donc la logique, le raisonnement, notre cerveau cognitif, les histoires qu'on se raconte, les aires du langage, verbaliser, mettre des mots sur des choses. Non, on cartographie notre monde comme ça et c'est pourquoi on travaille ici et moi j'ai tout intérêt à te faire comprendre l'intérêt de ton corps dans tout ce qui va se passer. Parce que c'est sur cette base-là que tu t'es formé, tout simplement. Je parlais de sensations et je parle ici, hein, sur cette slide-là, que tu développes des ancres sensorielles. Ces ancres sensorielles, il faut les voir comme bon, des encres, hein, donc les encres de bateau, hein, pas l'encre pour écrire. Donc des encres au niveau de tes sens. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu vas ressentir qui vont être des attaches pour toi, parce que c'est ce qui va te permettre de te dire: «Je suis en sécurité», mais littéralement, c'est-à-dire: «Je suis en sécurité». Ça va maintenir ton lien social et ces ancres sensorielles vont aussi te permettre de satisfaire tes besoins. Donc tu cartographies le monde au niveau de ton corps et ça, c'est extrêmement important pour moi que tu, l'acquières, le comprennes, l'entendes et que ce soit le plus clair possible. Bref. Pendant d'ailleurs toute une période quand tu es petit, hem, tu as, j'ai le mot tornade, c'est peut-être pas le mot qu'on utilise en français, mais bref, tu as je suis sûre dans l'idée que notre cerveau en développement, c'est vraiment des milliers de milliers de milliers de millions de milliards de connexions qui se mettent en place. Donc on a, c'est comme enfin, des quantités, dans notre cerveau de connexions qui se passent au niveau neuronal, de la création de nouvelles synapses. Enfant, c'est un truc qui est juste,
incommensurable, c'est énorme ce qui se passe. Et donc ça continue comme ça au cours de notre vie. Jusqu'à 7 ans, on a encore beaucoup, hein, de connexions, qui se passent et puis on sait qu'un enfant de 7 ans a beaucoup plus de connexions qu'un enfant de 15 ans et puis qu'un enfant, même, après, enfin qu'un enfant ou un grand enfant d'un peu plus tard. Donc notre cerveau mature jusqu'à environ nos 25 ans. Il se passe énormément de choses. Il y a des périodes très, très chaudes, des périodes où voilà, il y a des véritables tornades comme je dis et quand ça se passe au moment où nous, on est en train de développer notre appartenance, notre attachement, le moment où on est en train de développer et de toute façon notre enjeu ici, c'est toujours de survivre, eh bien c'est bien certain qu'on va, hem, à la fois trouver des ancres sensorielles, donc des choses qui vont nous mettre en sécurité et à l'inverse, tous les comportements qui vont menacer cette sécurité qui vont menacer notre connexion aux autres, ça va déclencher en nous une alarme au niveau de notre corps, donc au niveau somatique. Donc c'est le pendant de tout ça. Donc notre nos attitudes, nos comportements vont littéralement influencer la manière dont le cerveau va se câbler, dont le cerveau va voilà, se structurer, se former, se façonner. Donc, toute attitude qui va menacer notre sécurité, ça va déclencher, en quelque sorte, une, une alarme au niveau somatique, comme je dis ici, en fait et c'est pour ça que je donne des exemples. C'est parce qu'en fait, peut-être que ça ne veut rien dire pour toi, mais en tout cas, ça va déclencher notamment, quelque chose où tu vas te sentir pas bien, ou alors tu vas te sentir nauséeux, tu vas avoir des palpitations cardiaques, tu vas avoir des respirations qui vont commencer à s'accélérer, tout un tas de types de réponses de stress en fait, hein, dont on plongera un petit peu plus tard dans ce genre de détails. Mais en gros, tu vas enclencher une réponse de stress et parfois c'est assez subtil, hein, donc c'est assez difficile à relever et à noter. Mais en tout cas, il se passe au niveau de ton corps des alarmes qui se mettent en place et que nous, aujourd'hui, en travaillant ensemble, on peut aller titiller. Et c'est pour ça que j'ai besoin que tu prennes conscience que tu peux avoir des réponses de stress qui s'enclenchent à l'intérieur de toi quand tu vas finalement changer certaines choses, certains câblages. D'ailleurs, oui, je note ici, juste comme une petite parenthèse, que tout rejet social vécu en enfance, est perçu de façon extrêmement douloureuse parce que c'est un impératif biologique pour toi de rester connecté aux autres et à ceux qui prennent soin de toi et ça va réveiller les centres, enfin donc des zones en fait dans ton cerveau qui sont celles de la douleur. Donc ça veut dire que, presque littéralement, un rejet, quand tu te fais rejeter enfant, tu vas le vivre comme si tu vas activer les centres de la nociception, donc de la douleur, comme si on te cassait une jambe. Donc oui, ce sont des expériences extrêmement douloureuses à vivre enfant, j'allais dire adulte aussi en vérité. Mmh, peut-être qu'on peut même quand on a des aires de la réflexion du langage et cetera, cognitive, on peut peut-être, y travailler un petit peu différemment, mais en tout cas pour un enfant, c'est ressenti de cette façon-là, pour expliquer à quel point c'est important. Donc tous ces comportements que tu as acquis, que tu as compris, que tu as fait, que tu as expérimenté, qui te donnent des ancres sensorielles ou qui te menacent, encore une fois, forment ton identité au niveau de ton corps, ton identité somatique, si je peux dire. Et en fait, ça se reflète dans ton corps, littéralement, sur la manière que tu vas avoir d'avancer dans le monde. Mais littéralement. C'est-à-dire que la manière que tu vas avoir de marcher dans le monde, de traverser la pièce, c'est le reflet de cette identité-là, que tu t'es construite au niveau de ton corps. Alors, quand je parle d'ailleurs, ici je dis: «Ton identité s'exprime au niveau de ton corps», c'est extrêmement important pour moi que tu l'aies à l'esprit, parce que l'objectif premier de ton cerveau est d'adopter des comportements automatisés qui te maintiennent en vie. Donc, il y a un lien entre tes attitudes et tes comportements et quand je le dis ici, c'est vraiment au sens
du mouvement, en fait. On parle de tes comportements et de tes attitudes d'ailleurs, à un niveau, alors pas tant à un niveau macro, j'allais dire, c'est-à-dire, c'est pas tant, voilà, moi je suis quelqu'un qui fait du sport, je suis quelqu'un qui mange des fruits et légumes, moi je fais mes petits exercices physiques 5 minutes tous les matins et cetera. Là, je te parle pas de ce genre d'attitude et d'habitude d'ailleurs, que tu peux avoir. Là, je parle vraiment de littéralement ta manière de bouger, tes mouvements, ta manière de bouger, ta posture, ta manière dont ton corps est mouvant, marche, tes mains, tes pieds, tout, ton cou, toute la manière que tu as d'utiliser ton corps et de la manière que tu as d'être dans ton corps. Tout ça, en fait, est vraiment, le reflet et a été façonné par les connexions que tu as pu mettre en place au moment de ton développement, quand tu étais très, très jeune. Ce qui veut dire que tout comportement qui va préserver ton lien social va devenir un réflexe. Et c'est plutôt une bonne nouvelle que ce soit réflexe, en fait, ces comportements et ces façons, qu'on a d'agir. Parce que c'est un peu comme, finalement, tout ce qui est géré automatiquement au niveau de notre système, au niveau de voilà, biologiquement, il y a tout un tas de choses qui sont gérées automatiquement. Quand tu marches et qu'on te dit de marcher à travers la pièce, ta démarche et la façon que tu vas avoir, de le faire, tu la mentalises pas. Elle se fait toute seule, tu fais, ça marche, c'est parfait. Voilà, tu as pas besoin, que ce soit gérer avec, une conscience de ce qui est en train de se passer. C'est aussi très bien que tu n'aies pas besoin de penser à respirer, de dire à ton cœur de battre, de dire à ton système digestif de digérer. Tout ça, ça fonctionne parfaitement en automatique, en réflexe et c'est très bien comme ça. Donc aujourd'hui, j'amène à ta conscience quelque chose qui est automatisé, quelque chose qui est vraiment un réflexe. Donc, dans tes comportements que tu as adoptés d'un point de vue, social pour être, encore une fois, accepté, connecté, pour pouvoir subvenir à tes besoins, tous ces comportements-là sont réflexes. Donc là, j'ai envie de te parler de, comment ça peut se voir, en fait, au niveau de nos attitudes, de notre corps, comment ça peut se voir, en fait, justement, ce qu'on a engrammé, ces messages et cette façon qu'on a eu, par exemple, d'être élevé. Ça va être engrammé dans notre corps avant d'être une histoire qu'on se raconte dans notre tête. Par exemple, si on vient d'une famille où on nous fait comprendre qu'il ne faut pas qu'on prenne trop de place, soit par rapport à l'ordre, dans lequel on est arrivé dans notre fratrie, soit par rapport à notre sexe ou tout simplement parce que voilà, c'est la façon qu'ont de percevoir le monde et nos parents, par exemple. Et quand on est dans une famille où on te dit de ne pas prendre trop de place, où tu comprends qu'il ne faut pas que tu prennes trop de place, tu vas avoir physiquement, en fait, quelque chose qui peut s'exprimer. Alors j'ai bien sûr qui peut parce qu'on est d'abord, il faut bien l'avoir à l'esprit évidemment que nous sommes tous des individus uniques, qu'il n'y a pas de schéma, bah, si on t'a dit ça, tu vas être comme ça, donc même dans ton corps, c'est pareil, hein, évidemment. Mais je pense que tu peux avoir à l'esprit cette personne qui va, par exemple, un peu dans son corps se mettre en retrait, on va dire. Donc par exemple avec, ce côté un peu voûté, les épaules qui un peu, voilà comme ça, qui viennent un peu vers l'avant, ce haut du dos, voûté, qui dans sa manière de respirer, ça peut être une respiration qui est un petit peu moins ample. Hem, voilà, ou même quand on est une femme, on dit à une femme de prendre beaucoup moins de place qu'un homme, aussi dans son corps et ça peut se traduire par quelque chose qu'on voit dans le corps et dans les attitudes, du corps, dans la façon dont le corps est et se présente au monde. Et éventuellement donc, tous ces comportements vont devenir, heu, après, la plupart du temps dans un deuxième temps, des enfin qui en tout cas vont être très, très liés et vont développer des schémas de pensée, des croyances sur nous-mêmes. C'est-à-dire que d'abord, on va intégrer un message, on va l'incorporer. Alors je n'arrive pas à trouver le mot idéal, hein, mais en anglais on dit embodiment et le fait
d'incarner dans le corps, quoi, c'est-à-dire de le représenter dans le corps. Bref, donc toutes ces choses qu'on va avoir incarnées dans notre corps vont ensuite générer des schémas de pensée, en fait, des façons de nous voir nous, les choses qu'on se raconte sur nous-mêmes, donc les schémas de pensée sur nous-mêmes, les croyances sur nous-mêmes et même notre vision du monde. Parce que cette façon qu'on va avoir d'être ou d'avoir été élevé, évidemment, va façonner la vision qu'on va avoir du monde, qui peut nous paraître plus ou moins menaçant, en fonction. Mais donc en tout cas, j'ai vraiment envie, moi, ce qui est important à ce stade que tu aies à l'esprit, c'est que l'embodied, en fait, l'expression de notre soi, de notre self, de notre nous, il est au niveau de notre corps. Et qui tu es et comment tu te vois, dans le monde, comment tu te vois t'adapter au monde, comment tu te sens, à ta place ou pas, ce que tu penses de toi par rapport aux autres, tout ça, ça va être exprimé en fait dans cette notion de self et donc ça va être exprimé à travers la manière que tu vas avoir de bouger dans le monde, à travers la manière que tu vas avoir de te mouvoir dans ce monde. Hem, donc ton identité, hein, on est toujours sur ton identité qui s'exprime au niveau de ton corps. Quand on opère des changements au niveau de notre corps donc, au niveau de certains mouvements, de certaines postures, on va toucher à ces comportements encodés. Et j'en parle parce que évidemment, les exercices que moi je vais t'inviter à faire, les choses qu'on va travailler ensemble au niveau de notre corps, qu'on va réussir à libérer, hein, au niveau de notre corps, ou un nouveau rapport tout simplement qu'on va entamer avec, notre corps, au cours de ces prochaines semaines, elles vont venir toucher précisément à ces comportements encodés. Voilà. On a littéralement, en fait, hein, des voies, neuronales qui ont été mises en place, en l'occurrence très précocement, parce que c'était quand tu étais enfant et là, on va venir les toucher aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, toi, tu préserves ces voies-là. Tu préfères rester, dans cette façon que tu as toujours eu d'être au monde, parce que c'est cette manière-là que tu as eu de survivre. Donc il y a une raison complètement logique. Mais aujourd'hui, si tu es en vie, tu m'écoutes là a priori, donc je pense que tes statistiques vitales, ne sont pas, en jeu, donc a priori ton cœur bat, tu es en train de respirer, ici tout va bien, bien sûr. Mais ce système qui t'a permis d'être là aujourd'hui, il peut être modulé, malgré ce que peut-être ton corps est en train de te dire. C'est-à-dire non, 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 non. Mais en tout cas, toi, c'est ce qui fait que tu es là, tu as des changements que tu as envie de mettre en place. Donc j'en reviens à ces choses que tu voudrais mettre en place dans ta vie. Tu es là à aspirer, des changements, dans ta façon de faire certaines choses, arrêter de procrastiner ou, arrêter, voilà, un certain nombre de choses. Mais en fait, tu as encore une partie de toi qui est persuadée que c'est ça qui te permet de naviguer dans la vie et que donc tu dois garder ce comportement, tu dois garder cette façon d'être. Donc j'ai besoin d'emmener tout ça à ta conscience pour savoir que c'est ça qui va être mis en jeu dans tes processus de changement et c'est ça qui va faire que tu vas toi-même t'empêcher d'accéder à certaines choses que tu veux pourtant. Pour cela, il faut que je te dise, tout ce que tu as mis en place par rapport à ce que tu t'es dit d'avant, c'était le monde dans lequel tu étais avant. Voilà. C'était dans le monde dans lequel tu étais avant. Hem Et voilà, et c'est pour ça aujourd'hui, quand je vais introduire des changements, en fait, dans ton rapport, on va dire, à ton corps, ça peut générer des questions de type: «Qui suis-je?» ou un sentiment d'insécurité puisque tes schémas qui t'ont fait survivre jusqu'ici vont être, modulés, menacés et ils vont pas du tout aimer ça. Donc recabler ces schémas, au moins d'un point de vue somatique, va menacer ta survie. Donc du coup, on sait pourquoi, en gros, tu vas avoir des résistances, voilà. Ou on sait pourquoi les résistances se sont déjà manifestées dans ta vie. Il y a déjà eu des choses qui t'empêchent pourtant d'accéder à ce que tu veux. Et donc ce que je veux te dire, qui est important pour moi, c'est que le monde dans lequel tu étais, qui t'ont fait être ce que tu es, cette identité au niveau de ton corps,
cette identité somatique, si je peux dire. Ce monde dans lequel tu étais et que tu as câblé donc ton corps d'une certaine façon pour de très bonnes raisons, le monde aujourd'hui qui est autour de toi n'est plus le même. Voilà, ce n'est plus le même monde. Tu n'es plus dans le même environnement, dans le même contexte que quand tu étais enfant. Et en plus, avant, on avait alors cette façon qu'on va avoir de se câbler en plus, encore une fois, c'est une histoire de système nerveux, hein, donc cette histoire d'arborescence et de nerfs qui se baladent dans notre corps. En fait, il va avoir donc un certain nombre d'états et cetera, on y reviendra. En tout cas, notre système nerveux est en connexion avec le système nerveux des autres. Et avant, on avait un monde qui était relativement restreint, une communauté dont on changeait peut-être pas au cours d'une vie. En tout cas, c'était un nombre assez limité de personnes et on se synchronise. Ça, c'est ce qui est très, très beau, hein, mais on se synchronise au niveau de notre système nerveux par rapport au reste des gens, par rapport à nos alter ego, par rapport aux gens qui nous encadrent, qui font partie de cette communauté. Donc, faire des changements à ce niveau-là, c'est aussi mettre le doigt sur quelque chose qui est important pour moi, que tu as à l'esprit et que j'ai schématisé ici, dans ce que je vais appeler les cercles, alors concentriques, bon, je l'ai un peu mis sur la droite, notre cercle individuel, mais ça aurait pu être au centre, hein, le cercle de l'individu, qui est dans le cercle de la famille, qui est dans le cercle de la communauté, qui est dans le cercle de la culture. Et en fait, pourquoi j'ai besoin de t'amener aujourd'hui cette cartographie? C'est pour que tu comprennes que aujourd'hui, en fait, tu as des forces. Il y a des forces. Il y a des forces, presque au sens physique du terme, mais c'est comme ça qu'il faut le voir. Mais en tout cas, il y a des forces qui s'exercent sur toi. Toi, en tant qu'individu, tu n'es pas toi seul. Tu es toi au sein d'une famille. Tu es toi au sein d'une communauté. Et la communauté, ça peut être au sens très très large, hein. Ça peut être une communauté d'un point de vue religieux, ça peut être une communauté d'un point de vue ethnique, ça peut être une communauté d'un point de vue voilà, enfin, il y a plein de types de communautés différentes. Et, euh, et puis, il y a la culture. Et ce qu'il faut vraiment voir, c'est ce côté imbriqué les uns dans les autres, en fait. Parce que la culture, que ce soit la pop culture, la culture dans laquelle tu es né, à travers dans le temps, la culture politique, la culture moderne, ça peut être même mondial, hein, bref, cette culture, elle va influencer notre communauté dans laquelle on vit, donc ce groupe social dans lequel on vit et dont on peut changer au fil de nos vies, maintenant, plus qu'avant en tout cas. Et elle va influencer notre famille, donc notre groupe familial, et la famille là s'entend au sens de vraiment ceux qui littéralement ont pris soin de toi, mais évidemment frères, sœurs, cousins, grands-parents, bref, la famille aussi élargie, qui va évidemment conditionner énormément. Toi, en fait, ton système nerveux va se former lorsque tu es bébé, donc au contact de toutes ces forces, de toutes ces choses qui s'exercent sur toi. Et puis, donc, il y a toi, il y a ton échelle individuelle. Donc, en fait, il faut vraiment avoir cette idée de cercle concentrique dans lesquels on a des normes, on a des forces, on a des attentes, on a des groupes, en fait, d'appartenance et qui ne répondent pas que de nous. Voilà, donc nous, en fait, c'est plutôt nous qui nous façonnons et donc qui façonnons notre système nerveux en fonction de ces groupes et de ces cercles-là, beaucoup plus que le contraire. Même si en ensemble et tous individuellement, évidemment, associés, ben, on forme ces groupes, c'est extrêmement important, en tout cas, d'avoir à l'esprit que nous, tout ça, ça s'est forgé, cette histoire d'individu, ça s'est forgé quand nous, on était petits, en fait, et sur des choses dont on n'avait absolument pas conscience. Donc aujourd'hui, quand tu viens changer au niveau de ton système nerveux, au niveau de ton corps, certaines choses, en fait, ça peut être détecté comme une menace par, bah, voilà, tu as des centres de la menace, on va dire, qui vont être activés au niveau de ton cerveau et ça peut être ressenti, enfin, tu peux le ressentir littéralement, donc changer ton identité peut menacer ton sentiment d'appartenance et ça peut presque littéralement te donner l'impression de mourir. Alors évidemment, c'est pas en mode drama, drama queen, «Je suis en train de mourir!»
mourir. Non, c'est pas quelque chose que tu vas conscientiser comme ça et très théâtralement comme ça, dire: «Ah, je suis en train de mourir», mais en fait, quand on vient toucher ces zones-là de ton système nerveux, tu ne vas pas, hem, mourir donc, mais en tout cas, tu vas pas littéralement mourir, mais inconsciemment, tu vas avoir l'impression que c'est comme si tu mourais et donc c'est pour ça que tu changes pas. C'est pour ça que tu arrives pas à mettre en place ces changements qui pourtant, voilà, sont des choses que tu peux désirer et avoir conscience de ces cercles concentriques et de se dire que quand nous, on bouge quelque chose, quand nous, on vient, titiller un boulon là, au niveau de notre système nerveux, au niveau individuel en fait, il y a un impact parce qu'en fait, il y a un impact au niveau du système nerveux, de tous ces systèmes nerveux intégrés voilà, les uns dans les autres et en tout cas, au niveau de nos structures familiales, communautaires, culturelles, en fait, ça peut venir menacer tout ça. Donc, un changement peut être traduit par, eh ben, écoute, ton besoin, du coup, n'est pas rempli. Tu n'es pas en train d'assurer, ta survie. Donc, système d'alarme allumé et donc évitement. Donc, ces comportements d'évitement sans vraiment savoir pourquoi, puisque tout ça, ça se passe très largement au niveau inconscient. Et donc, du coup, tout ça, ça a surtout à voir avec ton sentiment et à quel point tu te sens en sécurité. Donc, tout processus de changement qu'on va pouvoir mettre en place ensemble, avec moi, eh bien, ce sera de venir, en tout cas, ramener à ce sentiment de sécurité pour que ça vienne pas menacer toi, et en tout cas allumer ces centres, qui se sentent menacés au niveau de ton système nerveux. Et donc, ces processus, comme je le disais, sont largement inconscients. C'est-à-dire que tout se passe à des niveaux qui sont bien en dessous de nos niveaux de conscience, de notre capacité à gérer consciemment un certain nombre de données. Quand je dis ça, c'est que, en fait, on a énormément d'informations qu'on reçoit, des informations sensorielles. C'est-à-dire qu'on reçoit énormément d'informations de notre corps. Il nous donne énormément d'informations. Hem, donc c'est pas du tout conscient, mais quand toi, tu opères un changement, et ben, en fait, ce qui va se passer, c'est que ton système, il va dire: «Ah bah non. Non, 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 pas du tout». Parce que ce changement, que toi tu opères, ça va demander des changements au niveau de certains de tes réseaux et donc tu vas activer l'alarme, les systèmes d'alarme qui vont être largement activés et ça va te conduire en fait à éviter ces choses que tu veux pourtant réellement. Parce que je crois que c'est ce que je dis sur la slide juste après. On peut donc s'empêcher de guérir, de se soigner, pas qu'au sens soin, médicament évidemment du terme, ou de changer et d'opérer ces changements pour préserver cette identité, cette façon qu'on a, nous, de s'être construit. Et donc parfois au détriment de notre propre bien-être. Et c'est là qu'on en revient à l'anecdote du cheval, qui c'est pour son bien en vérité. S'il peut manger cette petite boule-là, rouge, heu, qu'on lui propose dans la mangeoire. Mais il le sait pas et lui, ce changement va bien au-delà, la menace donc et l'évitement va bien au-delà de ce qu'il est capable là de consciemment, bon pour un cheval on pourrait le discuter, mais enfin bon bref et c'est pareil pour un être humain. Ce qu'un être humain pourrait consciemment amener. Donc il se passe des choses entre notre corps et notre tête sur des niveaux qui ne touchent pas à notre conscience et qui peuvent nous amener à avoir des attitudes que nous-mêmes on réprouve et pour lesquelles on n'est pas, OK, en fait. Donc, hop là, comment ça va se caractériser concrètement? Ça va ressembler à quoi? Ça va faire que, et ben, nous, on va dire: «Non, mais moi, j'ai pas le temps, ça marche pas avec moi, mais de toute façon, avec tout ce que j'ai à gérer, je dois m'occuper des enfants, je dois gérer mon boulot, je dois courir partout. À quel moment est-ce que tu veux que de toute façon, je fasse ce truc-là, hein? Ou que j'opère tel type de changement, hein? Ou que je me mette à faire ci ou ça». Donc quelque chose qui et encore une fois, quelque chose auquel on aspire, mais en fait, on va se cacher derrière ce qu'on je vais prendre des gros guillemets, mais des excuses
pour ne pas y arriver. Et en fait, ce ne sont pas que des excuses cognitives. Ce ne sont pas que des excuses de, ça sert accessoirement, hein, nos excuses cognitives. Ça sert à justifier peut-être auprès du reste du monde, mais c'est pour dire que ça va se traduire au niveau cognitif, quelque chose qui en fait est quelque chose qui se passe au niveau de notre corps et qui nous dit non. Et quand notre corps il nous dit non, notre tête elle invente quelque chose qui va bien pour essayer d'expliquer ce corps qui dit non. Voilà. Donc bref, tous ces sentiments de colère, on peut se sentir assez confus ou très frustré. Ça va être typique, des schémas, qu'on va, mettre en place en tout cas, quand on n'arrive pas à opérer certains changements. On va être beaucoup dans le reproche, c'est vrai. Le reproche à soi, hein, en se disant que c'est nous qui n'y arrivons pas, qu'on est vraiment trop nuls, qu'on n'est vraiment pas assez, qu'on devrait faire plus, que voilà. Et puis sinon le reproche aux autres, hein. Ça peut se manifester par le reproche aux autres, au reste du monde, à ce qui nous arrive, bref, c'est vraiment pas de peau, mais nous on peut pas quoi. Ça peut être un sentiment d'anxiété qui est assez présent ou un sentiment plutôt au contraire de se enfin je dis au contraire, c'est pas le contraire, mais en tout cas se sentir vide. Ça peut être, une forme de manifestation de cette, impossibilité à réussir à enclencher, voilà. Ou alors parfois on a déjà fait un certain nombre d'expériences, on a été, dans certaines sphères, on a essayé d'autres types de coaching ou d'autres types d'approches, puis on va dire: «Voilà, ça marche pas avec moi». Donc tout ça, ça peut être, évidemment, ces tentatives déchues, peuvent se traduire aussi par tout ça, par ces émotions-là ou par ces mots-là qu'on va avoir tendance à se coller. Et parfois, il est plus avantageux pour nous, donc quand je disais pas au détriment de notre propre bien-être, c'est que parfois il est plus avantageux pour nous, alors avantageux sur un plan, biologique, hein, en vérité, mais il est plus avantageux pour nous de nous identifier et de nous dire alors j'ai envie de vous citer juste un exemple. C'est l'exemple d'un alors bon bref, peu importe d'où vient cette histoire, mais, un sportif. Un fo un basq un, ouais, un gars qui faisait du basket et qui, avait un problème au niveau du genou. Un problème récurrent qui datait d'il y a très, très longtemps et qui, l'empêchait de vraiment, voilà, pouvoir, être, aussi bon qu'il pourrait l'être en tout cas, avec ce problème de genou. Et il a commencé à avoir un thérapeute qui lui a amené des résultats tout à fait probants, qui commençait vraiment à avoir des résultats intéressants, donc son genou allait mieux. Et le gars s'est mis à annuler, la séance. La séance d'après, il a annulé. Donc bah, le thérapeute lui demande: «Bah, pourquoi? Je comprends pas, on commence à avoir des résultats, ça commence à être justement à prendre un petit peu une tournure intéressante». Et le gars a dit: «Oui, mais moi je ne veux pas que mon genou soit fonctionnel. Parce qu'après je serai obligé de de faire du basket et d'obtenir, certaines choses. Enfin en tout cas, je serai obligé, si je peux dire, de changer d'identité. Et pour l'instant, moi, mon identité de gars qui a un genou en vrac et son genou l'empêche de, ça me va bien. Donc parfois, c'est ça que je veux dire, c'est que ça peut sembler contre-intuitif à l'extérieur, mais en fait, on s'accroche aussi nous à une façon, on s'identifie parfois à notre mal. Et donc venir toucher à ça, eh bien, ça peut être très sensible et ça peut réveiller des choses qui nous font dire: «Non, machine arrière». Donc qu'est-ce qui est important de retenir aujourd'hui? Qu'on peut s'empêcher en fait, on peut s'empêcher de changer, on peut s'empêcher de guérir quand on se sent menacé dans notre identité biologique. Sauf que c'est une identité biologique somatique, dont je disais aussi tout à l'heure, dont tu n'as pas conscience, mais c'est cette identité qui t'a permis, toi, de te maintenir en sécurité, ce qui était le plus important, préserver ta dignité, en connexion et donc en vie, en vérité. Donc tout ça s'est mis en place pour une très bonne raison. Ça s'est mis en place à des niveaux complètement inconscients pour toi, avant même que tu aies pu te raconter tout un tas de choses sur ta vie, tout que tu aies pu te coller tout un tas d'étiquettes, bref, avant que tu aies pu utiliser aujourd'hui ce que tu utilises largement, ton cortex préfrontal. Donc il est important que tu aies ça juste à l'idée et que même tu es pas obligé de rester accroché à, toutes ces choses que tu te dis aujourd'hui sur le pourquoi tu arrives pas à changer.
Parce que toi, tu as besoin de sens, hein, donc c'est vrai que c'est difficile de porter cette espèce de dissonance à l'intérieur de toi, qui est: «J'ai envie d'aller là, j'ai envie d'obtenir ça, j'ai envie de pouvoir faire ça et en même temps, je me retiens de le faire puisque mon corps est en train de me dire non». Puisque j'ai engrammé, j'ai un voilà, un certain nombre de choses qui me disent aujourd'hui non, donc ça peut paraître difficile, mais en tout cas, là, c'est une autorisation officielle. Tu peux laisser tomber toutes tes phrases de, «Non mais ça, c'est mon petit côté, sado, oui mais moi, j'aime bien m'entretenir de machin, dans tel truc. Oui mais moi, mon confort, enfin je sais pas. Ah puis moi, je saurais jamais vraiment guérir de ce truc-là», bref, essaye de laisser tomber, ton ou au moins en prendre conscience aujourd'hui avant de réussir à le jeter complètement. Et que tu comprennes que ton non et les choses qui t'empêchent au niveau biologique de le faire ont une très, très, très bonne raison ont eu une très bonne raison en tout cas d'être là. Même si le monde aujourd'hui pour toi, autour de toi, n'est plus le même. Comment tu vas pouvoir contourner donc tout ça? Eh bien, en prenant conscience, tout simplement. Donc j'espère que cette heure, d'explication, que je t'aurai apportée, te permettra d'avoir cette pleine conscience que ton identité, en fait, elle est là, au niveau de ton corps et qu'elle peut à la fois et elle est à la fois celle qui t'aide, qui t'a permis d'être là où tu es, qui t'a permis de survivre, qui t'a permis d'adopter sans doute les meilleures stratégies pour être là où tu es aujourd'hui et en bonne santé et en vie. Mais c'est aussi ce qui peut te créer tes obstacles pour naviguer, avancer, évoluer dans le monde. Et que tout changement d'identité, donc toute petite zone qui va venir être titillée aujourd'hui, dès qu'il y a un boulon qui va venir, cring cring, changer, vouloir être, changé, ça peut faire naître en toi, eh bien, une certaine vulnérabilité, un sentiment de te sentir, exposé ou en tout cas, en insécurité. Et amener à ta conscience, ce sera évidemment une très, 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 très bonne manière de pouvoir passer à l'étape où on va pouvoir se remettre en sécurité. Donc, si tu sais que ton cerveau est biologiquement câblé pour préserver, ta sécurité, ta dignité au sens, hein, noble du terme, si je peux dire, en tout cas, et ta connexion au monde et cette façon d'être, d'avoir, câblé finalement les choses ne répondent pas à quelque chose d'une logique. Ce n'est pas, une fonction exécutive, c'est pas quelque chose que toi tu vas, avoir, piloté consciemment et contrôlé en conscience. C'est extrêmement important que donc tu puisses, avoir ça à l'esprit, tout simplement et je crois que j'en suis à mes principaux points, donc voilà, on y est. Donc, qu'est-ce que je voudrais qu'il soit ressorti de cette, présentation d'aujourd'hui? Eh bien, c'est que ta construction personnelle de ton identité sont directement liées à tes connexions interpersonnelles, donc ton lien aux autres, qui sont liées à ta capacité à avoir accès à des ressources, en fait, hein, donc des ressources qui te permettent de survivre. Parfois littéralement, hein, en mangeant, mais d'autres types aussi, évidemment, de ressources. Ton cerveau est câblé pour préserver ta sécurité et ta connexion, comme j'étais en train de dire. Ton identité s'exprime dans ton corps et c'est le fameux embodiment, donc au niveau de ton corps. Tout changement petite chose qu'on vient de trifouiller, comme c'est un petit boulon qu'on veut changer, au niveau somatique, donc au niveau du corps, va initier des comportements non conscients, par exemple des comportements d'évitement. Et tout changement d'identité peut venir menacer ton sentiment d'appartenance. Donc, tu peux t'empêcher de guérir, de changer pour préserver à tout prix cette identité. J'ai mis statut social parce que je parle aussi d'identité sociale, en vérité, mais peut-être que le mot statut est un peu ici de trop. En tout cas, pour préserver ton identité de ce concept de toi et de ce concept du toi vis-à-vis du reste du groupe, et parfois donc tout ça à tes dépens, en fait. Si tu t'empêches, toi, pour préserver ton lien, si ton lien, ton appartenance est plus important que ton bien-être, alors évidemment c'est pas conscient encore une fois tout ça. Et bien du coup, des fois, tu vas faire des choses au détriment de ton propre bien-être. Tu vas aller, contre ce qui te ferait le plus de bien parce que cette identité-là est plus importante dans le niveau, hiérarchique quelque part de ta tête. Mais encore une fois, inconsciemment. Donc quand je dis
quand je parle dans le premier point de, en tout cas, cette connexion, ces connexions interpersonnelles, c'est pour dire que tout ce qui va être de l'appartenance au groupe va être, mais largement crucial pour toi, puisque c'est ça qui t'emmène de la nourriture. Quand je te parle ici de tout changement, va enclencher des comportements, en tout cas, qui vont être complètement inconscients et donc du coup, tout changement au niveau de ton identité, bah, ça va être perçu comme une menace à ton appartenance au groupe et donc du coup, tu vas t'empêcher inconsciemment, parce que tout changement peut être une menace pour les autres aussi. Ça peut être, une menace pour les autres de te voir, différent, évoluer différemment ou une menace pour toi. En tout cas, ton corps va te dire et ta tête inconsciemment va te dire qu'il y a quelque chose qui se passe, voilà, qui va pas là. Il y a quelque chose qui va pas et donc du coup, tu vas avoir la conséquence d'avoir des comportements qui sont pas nécessairement, bah, ceux que tu as envie. Voilà. Donc dans les exercices de la semaine, eh bien, j'avais envie de suggérer le questionnaire de l'évaluation de soi qui va dégrossir avec les questions, justement, sur, comment je me montre, comment je me présente au monde, comment je veux moi me sentir dans le monde, qui peut se sentir menacé par, le fait que, moi je puisse changer? Qu'est-ce que moi j'ai à gagner à changer? Qu'est-ce que je risque au contraire de perdre à changer, au moins à changer d'identité? Quels vont être mes obstacles? Bref, est-ce qu'il y a déjà des schémas que j'arrive à identifier qui m'empêchent d'obtenir ce que je veux? Et et puis cette notion, d'encre, sensorielle qui peuvent être des encres de sécurité, mais ça peut aussi être des encres autres que sensorielles. Donc aujourd'hui, moi, je questionne ici tes encres qu'on pourrait dire qui te mettent en sécurité. Donc quelles sont tes attaches? Quelles sont les choses aujourd'hui qui te mettent tout simplement et littéralement en sécurité? Même si on y reviendra, c'est en tout cas une manière ici de commencer à voir qu'est-ce que tu as de quoi tu as conscience en tout cas. Et cette idée de cartographie qui est intéressante pour moi, donc avec ces cercles-là concentriques les uns dans les autres, c'est un exercice qui est intéressant à faire pour, comme je le disais, comprendre et peut-être déjà commencer à identifier, bah, quelles sont les forces en fait qui m'ont, forgée, qui ont façonné la manière que j'ai d'être moi aujourd'hui. Quelles sont les valeurs, personnelles, de ma famille, de ma communauté? Quelle vision du monde on m'a transmis au niveau de ma famille, au niveau de ma communauté, au niveau de ma culture? Quelles attentes on pouvait avoir à tel ou tel niveau? Hem, voilà, quelles sont, les normes, au niveau, les normes sociales, les normes de genre, les normes à tellement de niveaux. En tout cas, c'est un exercice intéressant de commencer à identifier, qu'est-ce qui m'a forgé, façonné, pour pouvoir comprendre, en tout cas, qu'un petit changement dans ce façonnage et dans cette façon qu'on a d'être, eh bien, pourra avoir un impact aujourd'hui qui était inconscient, que j'amène à ta conscience pour qu'on puisse du coup travailler au niveau de tout ça et d'être, en mesure en tout cas de comprendre que notre corps a énormément d'importance. Il a cartographié, imprimé, incorporé et il exprime aujourd'hui un certain nombre de choses dans le monde et donc on va travailler sur les 2 plans. On va travailler sur le plan de la tête évidemment, de la cognition et on va travailler aussi au niveau du corps, pour, le mettre en sécurité quelque part et lui faire comprendre que ces changements peuvent être aussi pour le mieux. Voilà.